Cerno. Épisode 95. Mais moi, tu sais, en fait, je suis particulièrement intéressée par ton histoire. Peut-être que Guy Georges, tu vois, je pense pas que j'aurais adhéré de la même façon. Parce que j'ai un peu un rapport avec cette histoire de Thierry Paulin, etc. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que moi, j'ai habité rue Bayou. Et en fait, il s'est passé un drame dans cette rue Bayou. C'est-à-dire que quand j'habitais la rue Bayou, mon mari est mort. Très jeune, il avait 32 ans, moi j'en avais 34, d'un arrêt cardiaque. Donc moi, pendant longtemps, quand j'ai entendu parler des crimes de Paulin, et que j'ai entendu, donc sûrement dans un fait entrer l'accusé ou un truc comme ça, qu'il avait fait une victime rue Bayou, dans mon esprit, c'était obligé qu'elle était tuée à l'endroit où mon mari était mort. À la dernière réunion de copro, j'ai évoqué cette histoire de serial killer devant mes voisins. Ah mais ça me dit quelque chose, oui, l'assassinat des vieilles dames, oui. À mon avis, vous êtes parti un peu tard. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Oh non, c'est vous qui faites ce truc interminable ? Oui. C'est vraiment passionnant votre idée. J'aime bien toutes les affaires tordues. Vous avez joué à la fermière. 3 des victimes habitaient dans un rayon de moins de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. On doit leur montrer qu'on ne les a pas oubliés. Moi je fumais des pétards, je m'en foutais en fait. Pourquoi tuait-il ? Je m'en fous. Pourquoi vous vous intéressez à ça ? On veut que le monde soit tranquille. Oui. Cerno. On croit qu'il va rien se passer, puis il se passe plein de choses. Voilà. Puis des histoires, plein d'histoires. 3, 2, 1. Tu vois, mon mari, il est mort en 2001. Donc, tu vois, ça devait être fait entrer à l'accusé 2004-2005. Tu vois, je sais pas à quel moment c'est passé. Et si tu veux, j'ai fait une fixette sur ce truc. Je voulais absolument savoir où était morte cette dame. Parce que je me suis imaginé qu'elle était morte chez nous, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que dans la liste des victimes de Paulin, c'est un des rares lieux de crime où il y a le nom de la rue, mais pas le numéro. Exactement. Donc aujourd'hui, on peut le trouver. Il suffit d'aller sur les archives d'actes civils pour voir que c'est au 12. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça en ligne. Donc pendant quelques semaines, tu vois, j'ai gratté, tu vois. Et plus je grattais, plus j'étais persuadée qu'il y avait genre la malédiction, quoi, tu vois. Donc en fait, moi, cette histoire, elle m'a hantée pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je trouve que ce n'était pas la même adresse. Donc bon, je dirais presque que j'ai été déçue, en fait. C'était pour toi une explication de la mort de ton mari ? Ouais, c'était comme si, tu vois, en plus, tu vois, ça rajoutait encore une espèce de part un peu mystique, si tu veux. Elle aurait été peut-être tuée avant lui. Tu vois ce que... Bon, ça a l'air ridicule, ce que je te raconte, mais je crois que quand on vit la mort de quelqu'un, parfois, tu sais, on se raccroche à des choses comme ça, un peu surnaturelles, ou tu vois. Donc voilà, donc moi, Thierry Paulin, si tu veux, j'ai vécu avec lui comme ça, une espèce d'histoire, il fallait que je cherche où c'était, tu vois, donc ça m'a vachement parlé, ta recherche. Et puis il y a aussi eu, et ça c'est aussi de l'ordre de l'intime, mais j'ai aucun souci avec ça, Thierry Paulin était séropositif, il est mort du sida, et mon mari l'était aussi. Alors il n'est pas mort du sida, il a été séropositif par conjoint interposé qui avait été transfusé à l'époque du sang contaminé. Et donc, je crois aussi que ça me mêle à cette histoire, tu vois, c'est-à-dire, et ça me mêle à Anne-Marie un peu, tu vois. Donc, c'est très marrant, cette espèce de lien qu'on a. Quand j'entends les gens que tu interviewes, il y a comme ça des choses qui sont comme si, en fait, on était comme une espèce de grande famille, tu vois. Moi, quand j'ai rencontré Sébastien, je suis tombée folle amoureuse de lui en 3 secondes. J'ai su qu'il était séropositif 3 mois après, rien ne m'empêchait de partir. Tu vois ? Tu sais, quand tu es en face de ce truc dans le machin, et tu sais que c'est une maladie qui va être transmise sexuellement, t'imagines un peu ? Tu avais quel âge quand tu l'as rencontré ? Alors moi, j'avais 26 et lui, il avait 24. On était des bébés. Tu vois, genre, quand on parle de Thierry Paulin et tout, on avait à peu près le même âge, quoi, tu vois. En fait, il faisait partie de la Mensa, tu sais. C'est cette espèce de club des surdoués. Tu vois ce que c'est ou pas ? Tu connais pas Mensa ? Non. Mensa, c'est une asso. Mais pour en faire partie, il faut faire un test qui dure 1 heure ou un truc comme ça. Et si tu as ton QI plus de 140,
ou je sais pas, ou 130, bah, tu peux faire partie de cette association. Parce qu'il s'avère qu'en fait, ces gens-là, qui ont un QI extrêmement élevé, sont très malheureux. Ils ont du mal à parler avec d'autres personnes, ils peuvent être même autistes, donc ils se retrouvent entre eux. Et voilà. Et moi, je l'avais rencontré la première fois comme ça. C'est-à-dire, je voulais faire une enquête sur ces gens-là. T'étais journaliste. Voilà. J'étais étudiante encore en journalisme. On s'était rencontrés à l'époque. Il était encore marié. Il était encore avec sa femme, mais on s'est vu qu'une fois. Mais moi, je me rappelle, j'avais eu comme on appelle, un coup de foudre quand je l'ai vu. En fait, j'ai eu un coup de foudre. Je rentre dans ce bar de l'Opéra parce que je dois l'interviewer. Il soulève ses lunettes. Et là, j'ai BAM! C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Mais je l'ai vu qu'une fois pour cette interview. Et après, je crois que j'ai recontacté un an après. C'est moi qui l'ai recontacté, en fait. Quand vous vous êtes rencontrés, il était marié. Oui, il était marié avec une femme qui allait mourir. Et en fait, il venait chez moi une fois qu'elle dormait. J'espère que personne ne va le juger, hein, parce que voilà, quand tu vis avec quelqu'un qui va mourir, il faut que tu trouves aussi des façons de survivre aussi à ça. Il venait me voir, on a couché sans préservatif. Bon, moi j'apprends très vite, peut-être au bout d'un mois de relation ou 2 mois, qu'il est séropositif. Donc tu imagines, on est fou amoureux. Je sais que sa femme est malade et en train de mourir du sida. Parce qu'elle avait été transfusée. Elle avait été transfusée, oui, suite à une opération du dos, je crois. Et elle avait attrapé le sida. Oui. C'est la fameuse histoire des sangs contaminés. Donc lui, il la rencontre, etc. Ils sont ensemble, elle est malade, nanana, elle a son test. Et un jour, elle va pas bien, ils vont chez le docteur, et en fait, ils font son test et elle est positive. Et lui, évidemment, tout de suite, il fait son test. Ça faisait 3 ans qu'il est avec elle. Il s'avère qu'il est négatif. Alors qu'ils couchent ensemble depuis 3 ans sans préservatif, sans rien. Ils ne savaient pas qu'elle était positive. Et donc, lui, je pense qu'il s'est imaginé comme un surhomme. Il a continué de coucher avec. Et donc, lui, il a attrapé après coup. Donc, tu nous imagines, on est quand même super perturbés. Quand on se rencontre, tu vois, j'ai 26 ans, un truc comme ça. Lui, on a 24. On est des bébés quelque part aujourd'hui, tu vois. Notre histoire d'amour qui est vraiment passionnelle, on apprend très vite ça. Moi, j'attends mon test, etc. Pendant 3 mois, c'est l'horreur. Parce que, tu sais, à l'époque, il fallait attendre 3 mois, hein, tu sais. Donc, moi, quand il l'a pris, il a fallu que j'attende 3 mois. C'était horrible. Pendant 3 mois, tu dis, je l'ai pas, tu vois. Non, mais, tu sais, quand j'y repense, je sais même pas, tu vois. Aujourd'hui, tu le fais quasi en instantané, tu vois. Donc, je rentre dans cette putain de pièce, tu vois. Genre, docteur, tu sais, qui te sort ton petit machin. Oh là là. Et puis, lui, il était derrière la porte. Et puis, il leur dit, vous êtes séronégatif. Et lui, il est rentré. Enfin, je suis sortie, on s'est mis dans les bras, on a couru dans les rues. Enfin, c'était merveilleux. On a bu du champagne en rentrant, on pleurait. Ouais, t'as dû avoir très peur. J'ai eu extrêmement peur et je voulais pas le quitter, tu vois. À l'époque, on ne soignait pas, il y avait pas de trithérapie encore. C'était horrible, quoi. Tu vois. Ouais, et j'imagine que sa femme est morte. Voilà. Elle est morte au bout d'1 an de relation. Et là, vous vous êtes mis ensemble. Voilà. Je l'aimais tellement, donc ça m'a pas empêché de continuer de vivre, tu vois. Et je regrette pas du tout d'être restée avec lui, en fait. Dès le premier jour, enfin, très vite, on savait qu'on voulait se marier, tous les deux. Et moi, je voulais pas d'un mariage, nanana, famille, tatada. Donc, on a décidé d'aller se marier en Jamaïque, voilà. Donc, moi, j'avais une robe, j'étais pieds nus sur la plage, dans un hôtel, mais tu vois, ils ont pris deux personnes qui traînaient pour faire nos témoins, et voilà, ça me suffisait. 3 des victimes habitaient dans un rayon de moins de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes installé rue Bayou ? Alors, en fait, avec Sébastien, moi, j'avais un grand rêve dans la vie, c'était de partir aux États-Unis, vivre aux États-Unis. Donc, il m'a accompagnée dans mon rêve. Donc, à un moment donné, on a tout plaqué à Paris. Et on est allé vivre à San Francisco, mais aujourd'hui, je me dis, on était dingue, c'est-à-dire on n'avait pas de boulot, on est arrivé, on a fait 3 jours dans un hôtel, tu vois, enfin, un truc bizarre en 1999. On vivait juste avant les États-Unis, donc on est resté 8 mois, on vivait boulevard de la Villette.
Mais au lieu, tu vois, on aurait pu le sous-louer, faire quelque chose. Enfin, tu vois, ben non, on s'est séparés. Aujourd'hui, je me dis, on était quand même jeunes et cons. Bon, on n'était pas si jeunes, mais bon. T'avais 30 ans ? Trentaine d'années, ouais. Et donc, au retour, en fait, il se passe que Sébastien va pas bien aux États-Unis. On reste 8 mois, mais il a beaucoup de problèmes cardiaques. Donc, tu sais qu'il est séropositif, etc. Et puis, moi, je commence à faire des crises d'angoisse, chose qui m'était jamais arrivée de ma vie. Donc, je pense que, si tu veux, inconsciemment, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. On était loin de tout. Il était pas bien, etc. Donc, on rentre sur Paris et on va dans une agence, en fait. On n'avait pas de boulot à l'époque, je crois. On n'avait pas de boulot. On va dans une agence et puis voilà, on nous propose ça. Alors moi, j'aimais bien le 14e parce que j'avais vécu au 14e aussi, rue de la Tombissoire. Et voilà, on s'était installé là. Mais enfin, franchement, autant avant, boulevard de la Villette, on était en dernier étage, appart 100 mètres carrés, etc. Là, on s'est retrouvé en rez-de-chaussée, 2 pièces. Enfin voilà, c'était un peu la loose. Ouais, c'était la loose. Donc c'était un peu la loose, mais c'était un moment où tu étais heureuse dans ta vie ? Non, c'était très dur, parce que je voyais bien que Sébastien n'allait pas bien. C'est là qu'il est passé du stade aussi séropo à sida, tu vois. Enfin bref, c'était affreux. Non, c'était horrible. Mais en même temps, il y avait un projet. C'est-à-dire que c'était le moment de Internet qui explosait, donc on s'est mis comme ça à créer en plus avec quelqu'un un site Internet, et en fait on s'est retrouvé, le bureau de ce site s'est retrouvé dans mon salon, tu vois. Donc comme on n'avait que 2 pièces, donc tu vois, il y avait une façon d'oublier, c'est-à-dire qu'on était à fond dans le travail, et en même temps il était malade, tu vois. Voilà. Non, c'était une période très étrange en fait. Cette rue pour moi elle est horrible. Mais pourquoi il est mort d'une crise cardiaque ? Ah, c'est compliqué. C'est la vie, c'est jamais simple. Là. Donc il n'était pas que séropositif, il avait aussi, il était né avec le cœur inversé. Donc quand il était petit, on lui avait remis des tubes, machin. Il avait mis un pacemaker. Il avait pas le cœur au même endroit que nous. Il l'avait à droite. Enfin, tu vois, tout était inversé. Donc on lui avait opéré. Et en l'opérant, on avait coupé un faisceau, le faisceau de His qui envoie l'impulsion électrique. Donc depuis qu'il était tout petit, il avait un pacemaker. D'accord. Donc ce pacemaker, il fallait le changer assez souvent, et en fait, il a fait une septicémie. Enfin, tu vois, la fin, ça a été une catastrophe. Donc la fin, on était à cette rue Bayou. Et puis, il revenait de l'hôpital après la septicémie. Tu sais, puis en plus, c'est compliqué de vivre dans la maladie, les hôpitaux, tu comprends rien. Enfin, j'étais toute jeune, tu vois. Et puis, il est tombé dans les toilettes. J'ai entendu boum. Et je l'ai vu, et tu sais quoi ? J'ai entendu son dernier souffle. Et j'ai entendu le... Mais un truc genre énorme, tu sais ? Le dernier souffle, quoi, c'est... Donc j'ai tiré, j'ai commencé à essayer de faire du bouche à bouche, du massage cardiaque, mais je vais te dire, et après on m'a dit à l'hôpital, quand c'est quelqu'un que tu connais, t'as beau avoir tous les machins, tu fais n'importe quoi. J'ai appelé, du coup, je sais plus, les pompiers au lieu d'appeler le SAMU, enfin pareil, n'importe quoi, tu vois. J'ai appelé son père en hurlant, il est mort. Le SAMU est arrivé, ils ont réussi à refaire battre le cœur. Mais en fait, il est resté 15 jours dans le coma à Saint-Joseph. Bon, alors il y avait une espèce de chapelle, je savais même plus, j'allais prier dans ce truc, enfin, tu vois, parce que c'est 15 jours où... Tu savais plus où t'en étais, en fait. Ouais, alors le seul truc où je savais où j'en étais, c'était que, tu sais, en soins intensifs, t'as des horaires. Et moi, j'ai dit, hors de question, vous m'imposez pas des horaires. J'ai dit, c'est mon mari. Alors, tu sais, dans les soins intensifs, malgré tout, il y a souvent des personnes âgées et tout, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Hein. J'ai dit, moi, je serai là... tu vois, si je suis là à 8h du matin, vous pouvez pas m'interdire, il faut que je sois à côté de lui. Donc j'essaie d'être à côté de lui 15 jours. Mais tu sais, tu fais tout et n'importe quoi. Tu sais, moi je sais qu'il aimait bien manger des petits trucs à l'odeur de pain. Donc je lui emmenais pour qu'il le sente, tu vois. Mais... Et puis un jour... je sais plus, tu vois, il y a les médecins qui ont essayé de le réveiller, ça réveillait pas, tout ça, tu vois. Je voyais en plus, enfin bref, ils m'ont plus ou moins, tu sais, c'est quand t'es convoqué par les médecins du style, bon, qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'arrive pas, tu sais. Et moi, il m'avait dit, si un jour ça m'arrive, moi je veux pas être, tu vois... Pas d'acharnement thérapeutique. Ouais. Et puis un ami qui m'a dit, tu sais, il serait peut-être temps de lui dire au revoir.
Alors, je suis allée le voir. Et puis, il était à côté, là, comme ça, dans son lit. Bon, évidemment, il m'en parlait pas. Hein. Et je lui ai dit, écoute, mon chéri, je t'aime. Et si tu veux partir, maintenant, tu peux partir. Tu n'es plus obligé de rester pour moi. Je suis repartie chez une amie qui m'hébergeait. Et à 3h du matin, on m'a appelé, on m'a dit qu'il était parti. Voilà, tu vois. Donc, je suis contente parce que je lui ai donné comme une autorisation, en fait, de plus rester pour moi. Et il est parti. Il avait 32 ans, voilà. Il est mort la veille de notre anniversaire de mariage, le 13 août 2001, d'accord ? Et en fait, quelques jours après, il y avait le 11 septembre. Et ça m'a paniqué un mois plus tard. Parce que bon, évidemment, un mois plus tard, j'étais toujours, tu vois, j'étais chez moi, je bouffais plus. Enfin bref. Et donc pour moi, le 11 septembre, c'est tout qui s'effondre, ces machins, ces trucs. Pour moi, ça a un impact particulier. Parce que ça faisait résonance avec sa mort, quoi. C'est-à-dire que c'était la fin du monde pour moi, hein, le 11 septembre. Hein. J'étais en panique chez moi, en me disant, mais ça y est, t'es parti, en plus il y a ça, comment je vais pouvoir affronter ce truc ? Enfin, c'était... T'as réussi à t'en remettre ou pas ? C'est quand même lourd, non ? Donc, tu sais, voilà, Julien, là, je t'en parle, mais tu sais, les gens, quand ils me croisent dans la rue, je fais pas, hey, il m'est arrivé ça et tout, ou tu vois, je pense pas à lui tous les jours, tu vois. Je peux te dire que 20 ans après, je suis pas tout le temps à penser à Sébastien, mais il est présent dans ma vie, c'est mon amour, il m'a aimé follement, il a été un homme incroyable parce que... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je crois que je rencontrerai jamais quelqu'un d'aussi inventif dans ce qu'il me racontait, dans ce qu'il voulait. Alors là, pour le coup, je peux te dire que par rapport à Thierry Paulin, ce que je peux comprendre... Je sais pas, tu vois, par exemple, plus le côté festif, machin, que Thierry Paulin avait. Je dis pas que Sébastien était comme ça, mais c'est pas festif, mais un peu, tu sais... Tu parles d'un appétit de vivre ? Oui, un peu. Et ça, je crois qu'il l'avait, Thierry Paulin, dans ses soirées, ses machins. Je pense qu'il sortait tout le temps, la drogue, le machin, le truc. Je crois que c'est plus ça, en fait, le sida. Enfin, pour moi, puisque moi, c'est un peu ce que j'ai pu vivre. Tu sais, je veux pas faire des généralités parce que devant les maladies, personne ne réagit de la même façon, je crois. Mais c'est un peu cette histoire que quand tu sais que tu vas vraiment mourir, quand tu as dit t'es jeune, séropositif, quoi. Quand t'as 20 balais, que t'entends ça, 20 balais. Et Sébastien, comment il le vivait, ça ? Il était d'une force extrême, il n'en parlait jamais. Il pensait qu'il allait en mourir ? Évidemment, je pense. Maintenant, avec le recul, oui. Mais il m'a toujours fait croire qu'il n'en mourrait pas. Tu comprends ? Tu le croyais ? Évidemment. Et donc, du coup, ça me permettait de tenir. Il fallait tenir face à cette merde, hein, tu sais, je te jure. Il fallait putain de tenir, quoi, pour continuer à vivre normalement, en sachant que la personne que tu aimes va mourir, et puis en sachant que toi aussi, tu peux finalement attraper cette maladie et mourir. Tu sais, en fait, j'ai fait que 2 tests. J'ai fait un test quand il l'a appris lui, et j'en ai fait un après sa mort. J'en ai pas fait du tout pendant les 8 ans où on a été ensemble. J'ai fait aucun test. Donc, parce que pareil, je pense que peut-être je flippais ou je sais pas, tu vois. Eh ben. On venait parler de Thierry Paulin, tu vois, on parle de Sébastien, mais bon, c'est une drôle d'histoire, tu sais. Donc oui, c'est mon drame, mais tu vois, j'ai pas viré... Enfin, tu vois, c'est mon drame intérieur, en fait. Tu sais, je vais te dire un truc. Je crois, de mon expérience, que c'est beaucoup plus simple quand on est veuf que quand on est divorcé. Quand tu es veuf, ça c'est mon expérience, hein, tu pars avec l'amour de l'autre, tu continues avec l'amour de l'autre, tu vois ? C'est-à-dire que tu lui en veux, tu sais, tu passes par tous les stades, hein, je lui en ai voulu qu'il soit mort. J'ai été triste, j'étais dépressive, mais j'ai été aussi en colère qu'il soit mort, tu vois ? Mais il y a son amour, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, il est parti, il m'aimait, quoi. Je sais exactement ce qui s'est passé quelques minutes avant qu'il meure. C'était de l'amour qu'il me donnait. Mais un divorce, c'est
tellement d'horreur qu'on te balance à la gueule, les uns, les autres, les machins. T'as déjà vu, toi, un divorce où on dit, bon, écoute, on s'entend plus, je t'aime, mais tu sais, on s'entend pas vraiment, quittons-nous bons amis. Je crois que c'est extrêmement rare, en fait. Ouais, ça existe, mais bon. Oui, voilà. Mais la rupture, c'est... Enfin, être veuf, tu as une douleur terrible. Mais au fond, après, toute ta vie, tu gardes un amour en toi. Il est éternel, en fait. Bah oui. C'est pour ça que c'est fabuleux. Ouais, toute ma vie m'aimera. Donc, c'est une force, quand même. Et moi, je me lèverai toute ma vie. Et je regrette un truc, c'est qu'on n'ait pas vécu plus ensemble, mais comme disent souvent les gens qui... Bah, je suis tellement heureuse de l'avoir rencontré, quoi, tu vois. Et je suis tellement fière qu'il m'ait aimée. T'as une photo de lui ? Oui, attends, je vais te la chercher. Voilà. Ça, c'est Sébastien. Donc, il doit avoir 25 ans. Il faisait un peu voyou. Il avait toujours une casquette, parce qu'il était un peu chauve dessus, mais pas trop, en fait. Mais il aimait bien sa casquette New York, tu sais, c'est une casquette de baseball, je crois. Il avait une boucle d'oreille, de l'autre côté, je pense, un anneau. Et puis il était toujours un peu habillé avec ou des hoodies. Il avait les yeux vert-gris. Une peau très blanche ? Oui, il était très blanc et très mince. Voilà. Du coup, t'as dû quitter la rue Bayou ? Je ne l'ai pas quitté tout de suite. Je suis restée quelques temps, tu vois, puis après je suis partie. Mais tu sais quoi, j'ai toujours du mal à y repasser, en fait. Ça m'est arrivé pour je sais plus quelle raison, tu vois. Et puis, tu sais, je vois la petite fenêtre, parce que c'était un rez-de-chaussée qui donnait sur la rue. Donc, il est tombé dans les toilettes, et donc il y avait une petite fenêtre, d'accord ? Et les 2 ou 3 fois où je suis passée dans la rue pour je sais pas quelle raison, j'ai vu cette petite fenêtre, et en fait, je me suis dit, maintenant, il y a des gens qui vivent là, tu sais. Et un peu comme moi, je pensais que Paulin était là, je me dis, ils savent pas que Sébastien est mort, est tombé là, quoi. Tu vois ? C'est affreux comme idée, non ? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ils savent pas qu'il y a eu un vrai drame, un drame d'amour, un machin, etc. Tu vois ? Voilà. C'est ça aussi. Est-ce que les murs se rappellent ? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les murs gardent la mémoire du drame ? Ouais. Bon. Tu sais, moi, j'ai fait un peu la même recherche que ce que tu fais, toi, sur Thierry Paulin, sur la vie de mon époux. C'est-à-dire, je suis allée à son école primaire pour retrouver des traces de lui. C'est peut-être pour ça que j'aime aussi faire ça. C'est-à-dire, je suis allée retrouver son nom sur la liste des élèves quand il était tout petit. T'as mené une enquête sur lui ? Oui, exactement. J'ai pris ses notes de téléphone et j'ai essayé de comprendre à qui il avait téléphoné tel jour. J'ai essayé de retrouver des amis d'enfance. Enfin, tu vois, pareil. C'est-à-dire, pour le faire encore vivre... Mais c'est un peu ce que tu fais. Tu refais vivre ces vieilles dames, au fond. Tu fais revivre aussi Thierry Paulin. Tu les remets comme ça dans la vie, alors qu'ils sont oubliés. On ne sait même pas où ils sont enterrés. Enfin, surtout Thierry Paulin, on ne sait pas où il est. On les remet dans la lumière. Et voilà, c'est ça. C'est reparler d'eux, resavoir, rechercher quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, quand je regarde ces vieilles dames ou quand je regarde Thierry Paulin, ce sont des gens morts. Et je suis fascinée de voir qu'on peut trouver des traces de leur vie. C'est ça que je trouve affreux dans la mort. C'est que... De perdre la trace ? Perdre la trace. Qu'est-ce que tu as découvert en enquêtant sur ton mari ? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a toute une part de Sébastien. J'ai réussi à vivre parce qu'il m'a fait vivre une vie un peu mythomane, en fait. Voilà. Est-ce que je l'ai vraiment connu ? J'en sais rien. Pas grand monde a vécu ça, donc tu vois, c'est énorme en fait. À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Bon, ça va, Julien, ça va. Tu te lèves, t'es gentil, tu prends ta veste et au revoir et merci. Bisous, hein.